Salut à tous, c'est Bismart, une demi-heure donc au cœur des mutations du monde, mutations de l'économie. Bon, il y a des trucs qui mutent pas énormément en ce qui nous concerne, c'est notre budget en déficit. Voilà, il y a un éditorialiste du Monde qui disait, c'est vrai, crise de la cinquantaine maintenant. L'année prochaine, ce sera le 50e budget en déficit consécutif, série en cours, présenté par la France. Je pense qu'on peut déjà anticiper un 55e, on verra. Non, mais sinon, on a dans le champ politico-social, on va dire comme ça, des choses quand même intéressantes. Donc, on va en discuter avec Bertrand Martineau. Et puis après, l'autre grosse mutation. On en parle. Et puis, ça commence à rentrer dans le dur quand même, hein, tout ce qui se joue autour de l'intelligence artificielle. Là, on va voir ce qui se passe du côté du marketing. Les choses bougent très très vite. Donc, c'est parti, c'est Bismart. Et donc, c'est le conseiller emploi de l'Institut Montaigne, Bertrand Martineau, qui nous accompagne. Et je dois... Ah, mon Dieu, quand on va voir le... Confesser le terme confesser m'échappait, ça va bien se passer. Je dois confesser une lourde erreur après l'élection d'Emmanuel Macron. La première loi, tu l'as oublié toi, hein, mais la première loi de programmation des finances publiques, hein, sur 5 ans, que tu envoies à Bruxelles, etc., prévoyait un retour à l'équilibre budgétaire à la fin du quinquennat, donc 2022. Et je me souviens très bien de m'être enthousiasmé. On était à l'époque, ça te fait rire, on était à l'époque à BFM Business et j'en avais fait la une. C'est formidable, ça y est, on va sortir du truc. Et je me souviens que le premier économiste que j'avais interrogé sur la question, c'était pas toi, mais il m'a dit, mais... Et sinon, le Père Noël, on vous a dit, vous êtes au courant. Oui, c'est le propre des lois de programmation pluriannuelle de prévoir un retour à l'équilibre. C'est d'ailleurs comme ça qu'elle se justifie. Mais celle-là ne le prévoit même pas d'ailleurs. Hein. Celle qui a été passée dans le bruit et la fureur. On est dans un tel état qu'effectivement, l'horizon indépassable, c'est le retour aux 3% du PIB de déficit public. Mais alors, j'ai pas compté, là, avant de venir, combien il y a eu de programmes de stabilité, enfin de plans de programme de programmation pluriannuelle depuis que l'exercice existe, mais aucun n'a jamais été respecté. Et voilà, c'est ça. Mais c'est ce qu'on envoie à Bruxelles, c'est important. On nous dit que ça débloque les... Ah, c'est plus en formel, sauf que cette fois-ci, ça débloquait les subventions européennes, même s'il y a débat là-dessus. Le ministre du Budget nous a dit non, c'est pas vrai. Oui, mais en fait... la France est un pays trop gros pour subir les foudres de Bruxelles. On est d'accord. Voilà, donc on peut toujours s'arranger. La petite musique, là, Bertrand, qui monte, et notamment du côté des entreprises, du côté de Patrick Martin, là, le nouveau président du MEDEF. Alors, il donne ce chiffre. Il est au regard de la masse salariale, il n'est pas si impressionnant que ça, mais quand même, de 3 milliards d'euros de prélèvements supplémentaires à l'occasion de cette rentrée. Alors, il agrège tout, hein, des nouvelles règles sur les congés maladie, une augmentation en Île-de-France du forfait transport, enfin voilà, des petites choses comme ça, et des petites choses qui, à un moment, sont, qu'on le veuille ou non, des impôts de production, par exemple. Bref, la petite musique, lui, il le dit d'ailleurs comme ça dans l'interview aux Échos, c'est on est en train de sortir petit à petit de la politique de l'offre. Est-ce que c'est ce que tu constates ? Non, je n'irai pas jusque-là. Le discours n'a pas changé. Il n'y a aucune, dans le PLF, il n'y a aucune mesure macroéconomique, on va dire, d'ampleur macroéconomique contre les entreprises. Alors, il y a une petite musique, peut-être des amendements de certains députés Renaissance qui voudraient remettre en cause la petite partie allègement de charges au-delà de 2,5 SMIC, au motif que ça ne crée pas beaucoup d'emplois, etc. Donc là, ce sera une charge supplémentaire pour les entreprises, mais ce n'est pas fait. Je sais que c'est en réflexion. Donc, il n'y a pas de volonté massive de retour en arrière sur les entreprises. Donc, je pense qu'on ne peut pas dire ça. Mais c'est vrai qu'il y a tout un tas de petites choses qui viennent s'ajouter. Et clairement, le sens de l'histoire financière dans les prochaines années n'est pas aux baisses de charges, que ce soit sur les entreprises ou sur les ménages. Ensuite, il y aura des arbitrages politiques pour savoir si on tape plutôt sur les ménages ou plutôt sur les entreprises. Il y a aussi des effets de vase communicant. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que l'État décrète une pause sur les impôts, qu'il n'y a pas les collectivités locales, par ailleurs, qui en profitent pour augmenter ce qu'on a vu avec les taxes foncières. Voilà. Mais t'en penses quoi de ce sujet ? Je trouve très intéressant. Vieux comme le rapport Gallois, autour des allègements de charges, au-dessus donc de 1,6 SMIC. Allègement de charges dans... On va dire, et c'est comme ça que les industriels le défendent d'ailleurs, dans les salaires de l'industrie en fait, hein, entre 2,5, 3, 3,5 SMIC. Il y a aussi les salaires de la banque, les salaires des assurances. Oui, mais tu penses bien, on parle compétitivité à ce moment-là, compétitivité, évidemment, attractivité. Évidemment.
si vous voulez, j'ai toujours le même discours, c'est que la France avait un énorme problème de chômage au niveau des bas salaires, et donc et avec un SMIC qui était, alors bien sûr, on va toujours dire c'est pas facile de vivre avec un SMIC à 1 500 €, etc. C'est clair, mais en termes, si on regarde du côté de l'offre, on a un SMIC qui est particulièrement élevé par rapport à notre salaire médian, par rapport aux autres pays. Absolument. C'est un choix collectif, un choix de société, quasiment. Et je peux comprendre ce choix de société, qu'on ait un SMIC, c'est tout à fait indispensable. 1400, 1700, t'as que 300 € en gros, on va dire, un peu plus, entre le SMIC et le salaire médian. Voilà, on ne peut pas avoir un discours sur le thème « il faut que le travail paye », et avoir un SMIC à un niveau ridicule qui passerait en dessous parce que ce serait le cas, en dessous des minima sociaux ou en dessous de l'assurance chômage. Bon, donc, on a fait le choix d'avoir un SMIC qui, par rapport malheureusement aux performances de l'économie française, est très élevé. Voilà, c'est comme ça. Bon. Donc, en contrepartie, pour que le marché du travail ne s'effondre pas depuis maintenant la fin des années 90, et puis on en a remis une couche avec Madame Aubry, eh bien, on fait des efforts massifs d'allègement de charges sur les bas salaires dans un contexte où la France, je rappelle, a les cotisations sociales les plus élevées, patronales et salariales, la somme des deux, les plus élevées du monde. Bon. Donc, à partir de là, la priorité a toujours été mise du côté des bas salaires. Bon, maintenant, il est évident que toute baisse de charge est bonne à prendre à tous les niveaux de salaire maintenant, y compris pour des raisons de compétitivité. La question, c'est les marges de manœuvre budgétaires. Oui, mais là, ils veulent les retirer, les baisses de charges. Oui, évidemment. Enfin, ils veulent, c'est certains députés Renaissance. C'est pas dans le PLF pour l'instant. Voilà. Donc, il peut y avoir des députés Renaissance dont on dit qu'ils ont l'oreille du président de la République. Oui, je vois bien. Mais simplement, le sujet, on est dans une telle panade financière que la question n'est pas de savoir si on va couper ou pas couper. C'est la question de savoir si on coupe le bras gauche, le bras droit, etc. Voilà. Peut-être qu'il peut y avoir un deal. On fait ce qu'on avait prévu sur la CVAE, mais en contrepartie, on revient sur ces allégements de charges. Mais ça n'a pas de sens, ça. Et ça n'a pas de sens. Ça, c'est le truc qui exaspère, en fait, les chefs d'entreprise. Tu le sais, Bertrand. Ça les exaspère. Oui, mais... Parce que, à l'arrivée, derrière, il faut se justifier. C'est ce débat surréaliste sur les cadeaux aux entreprises. Non, mais... On ne prend pas ton argent, on te fait un cadeau. Enfin, c'est ahurissant. Oui, mais et c'est exaspérant et incompréhensible, en fait. C'est de la confusion. Ça mériterait d'être un débat politique de haut niveau. C'est de savoir si on continue sur ce niveau de prélèvement obligatoire avec tout un tas d'exonérations et de niches pour les rendre supportables. Ouais. Bon, il faudrait peut-être mieux travailler sur l'ensemble du sujet des prélèvements obligatoires plutôt que de laisser des taux extrêmes et en contrepartie faire des allègements tous azimuts. Mais je rappelle quand même, encore une fois, l'origine de ces allègements de charges et dont la justification est toujours valable, c'est que on a un SMIC qui, par rapport au salaire médian, je ne dis pas par rapport à l'absolu bien sûr, est très élevé en France. Voilà. Donc c'était vrai il y a 30 ans et c'est toujours vrai aujourd'hui. Tu as dit donc le travail paie. Alors c'est la phrase de Fabien Roussel qui, nous dit-on dans cette rencontre de Saint-Denis là au mois de septembre, a amené Emmanuel Macron à convoquer cette conférence sociale à laquelle donc les syndicats vont participer. Bon, tu en attends quelque chose de particulier? Eux, ils ont envie de parler. J'ai l'impression de trucs qui sont quand même... Bon, on peut en parler, des points de détail. Est-ce que la JCARCO doit financer le régime général? Est-ce que les excédents de l'UNEDIC peuvent aider France Travail? Non, mais... On est quand même sur des éléments plus importants que ça, je pense. Alors, déjà, que l'État fasse les poches des caisses sociales en excédent, c'est vieux comme le monde. L'État, depuis 20 ans, fait des poches. Dès qu'il y en a, c'est quoi? C'est Action Logement. Ouais. C'est les fonds de la formation professionnelle. Bon, là, manque de chance, le système est complètement déficit, donc on ne peut pas faire les poches. Il y a effectivement la JCARCO et il y a l'UNEDIC. Ouais. Bon, je rappelle que l'UNEDIC a été fortement mis à contribution ces dernières années pour Pôle emploi. Les moyens de l'État à Pôle emploi sont restés constants, en euros courants, alors que la proportion des cotisations UNEDIC qui étaient fléchées vers Pôle emploi n'a cessé d'augmenter. Et avec France Travail, l'État va encore prélever davantage sur l'UNEDIC. Bon. Alors, d'un point de vue des finances publiques, tout ça est neutre. On répartit la pénurie. Et puis, intellectuellement, c'est pas complètement idiot que l'UNEDIC finance aussi une partie du retour à l'emploi.
Oui, la question c'est que maintenant elle en finance 70%, alors qu'on pourrait penser que Pôle 70% là aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, alors qu'à l'origine des temps, quand on a créé Pôle emploi, on était à peu près 50-50. Voilà. À 70-30. Demain, on sera à 80-20. Voilà. Bon, non, il y a un problème. Le financement optimum du service public de l'emploi, puisqu'on va sur ce terrain, il y a quand même une partie de solidarité nationale, puisque Pôle emploi, les personnes qui sont indemnisées par l'UNEDIC ne sont qu'une partie, évidemment, des chômeurs de Pôle emploi. C'est à peu près la moitié. Oui. Bon. Donc, le reste, c'est quand même la solidarité nationale. C'est un service universel, gratuit. Il y a de bonnes raisons de penser économiquement que ça pourrait être assis sur la fiscalité et minoritairement sur l'assurance chômage. Mais tout ça, c'est des débats qui sont un peu théoriques parce que tout ça, c'est la même caisse, de toute façon. Exactement. Bon, par ailleurs, donc, il y a ce sujet de l'État qui fait les poches des partenaires sociaux. Vieux sujet. Ce gouvernement, il est peut-être un peu plus brutal que les autres, mais il fait comme ses 3, 5, 10 prédécesseurs. En revanche, c'est vrai que, de manière générale, faire les poches, là, ça intervient dans un contexte où de fait l'assurance chômage est étatisée, où la formation professionnelle n'est pas étatisée, mais a été mise largement sous tutelle par un établissement public, donc France Compétences, et où l'Agirc Arrco n'est pas étatisée, mais enfin, depuis longtemps, est quand même un organe un peu subsidiaire de ce qui se passe sur les retraites. Ils sont obligés de suivre, de toute façon, les réformes des retraites. Et là, ça ira encore un peu plus loin vers la prise en main par l'État. Et l'État agit, alors sur le fond, bon, c'est une sorte d'étatisation, de prééminence de l'État. Sur la forme, c'est brutal, hein, parce qu'il y a moyen de le faire de manière un peu moins cavalière, on va dire. Mais il y a clairement, ce gouvernement, c'est depuis 2017, n'est pas très en faveur des partenaires sociaux, n'est pas... Mais si on revient à la question d'origine, pour que le travail paie, oui. Tu as participé à des initiatives telles heures supplémentaires défiscalisées, etc. J'ai l'impression qu'on a usé de tous les bouts de ficelle possibles et imaginables pour sortir de ce qu'on décrivait, nous, au début, c'est-à-dire une productivité du travail qui ne crée pas effectivement aujourd'hui dans l'état de notre économie suffisamment de richesse pour que le travail paie davantage. Oui, mais le dernier grand homme d'État qui disait ça, c'était Raymond Barre. Il n'a pas gagné les présidentielles avec ce genre de discours, mais il disait exactement ça. Voilà. Donc oui, on n'arrive pas à regarder les choses en face, c'est-à-dire problème de productivité, et on essaye en fait de faire durer le système qui est effectivement à bout de souffle. Alors les finances publiques sont un révélateur, finalement. Le système n'est pas malade des finances publiques, c'est plutôt les finances publiques qui sont malades du système social français. Et donc, voilà, donc on en arrive pour que... tout ça, c'est de l'argent public, c'est des prélèvements obligatoires dont on parle, il ne faut pas se raconter d'histoire. Mais c'est vrai qu'en présentation, face à Bruxelles, par exemple, pour faire un programme, c'est bien d'afficher que l'État maîtrise ses dépenses. Ouais. Et il les maîtrisera d'autant mieux, donc facialement, que si il fait financer d'autres choses, qu'il fait financer certaines missions par d'autres, évidemment, même si c'est encore des finances publiques, et que ça ne trompe personne, sauf des gens qui veulent se laisser abuser. Le temps tourne très vite. Le sujet immigration. Alors, moi, le seul truc qui m'intéresse, pour nous, aujourd'hui dans le champ, c'est... Oui ou non, est-ce qu'il y a un problème de compétences net partout, absolument partout, il ne se résoudra pas, la démographie est ainsi faite, voilà. Est-ce que l'immigration est une solution ? Et est-ce que si on laisse de côté les questions de société qui sont importantes, mais on les laisse de côté, on est dans une sorte de tube à essai, l'idée d'une régularisation massive de ceux qui bossent partout où on en a besoin, des chantiers aux cuisines, est une idée qui a un sens pour le spécialiste du travail. Alors, plusieurs choses. D'abord, il y a une dimension politique, au sens noble du terme. Il y a une note de l'Institut Montaigne par l'excellent Bruno Tertrais, qui est sortie il y a quelques semaines, qui a l'avantage de mettre les chiffres, une bonne fois pour toutes, sur la table, comme on dit. Donc, on n'a jamais eu autant d'immigrés en France. Un immigré, c'est quelqu'un qui est d'étranger, donc quelqu'un qui est né étranger à l'étranger. Ouais. Ensuite, il a pu être, dans certains cas, naturalisé, mais ça reste un immigré. Bon. Il y en a 7,5 millions. Bon. Aujourd'hui, il y a presque un quart des naissances qui sont issues de parents d'immigration. Bon. Donc, il y a un sujet politique majeur.
on ne peut pas faire comme qu'il n'existait pas. Donc on peut économiquement dire que la solution c'est l'immigration, mais il y a aussi un sujet de cohésion sociale, il y a aussi une question de vivre ensemble, quelle société on veut, la question. Et pour toi le sujet politique s'impose en fait au sujet économique. Voilà. Alors dans les années 30 on a une vague d'immigration effectivement d'Européens de l'Est. L'expérience montre qu'il est plus facile d'intégrer des Européens de l'Est que d'intégrer des populations musulmanes. C'est comme ça, voilà. Et qu'en tout cas la France a du mal à intégrer ces personnes. Bon. Donc il y a quand même un préalable avant tout discours économique. Maintenant, d'un point de vue strictement économique, le discours sur les métiers en tension, moi, j'y crois pas. C'est-à-dire qu'il y a déjà cette histoire de métiers en tension. Dans chaque région, vous avez des listes de métiers en tension qui permettent aux entreprises d'aller chercher à l'étranger des personnes qui auront donc une autorisation de travail, s'ils sont sur ces métiers en tension. Donc c'est des listes... Oui, mais c'est des saisonniers. Non, pas forcément des saisonniers. Non, pas du tout. Non. Si vous voulez recruter un ingénieur spécialisé sur lequel il y a des tensions, vous pouvez aller le chercher au Maroc, etc. Et il aura une autorisation de travail. Sauf que ces listes sont fixées administrativement, qu'elles sont différentes d'une région à une autre, et que, en fait, aujourd'hui, la plupart des métiers sont en tension. Donc cette notion de métier en tension, à partir du moment où tous les métiers en tension, ça reste compliqué. Bon, première remarque. Donc cette distinction métier en tension, pas métier en tension, définie par l'administration, ça me paraît un peu mécanique. Bon. Maintenant, en termes de compétences, bien sûr que la France a besoin de compétences. On dit on a besoin d'être soignants, d'infirmières, etc. Sauf qu'une infirmière, c'est des études universitaires, c'est 3 ans. Et puis la France ne reconnaît pas, par ailleurs, dans la plus grande partie des cas, les diplômes d'infirmiers. Je prends cet exemple, mais il y en a d'autres. Sauf dans le cadre de l'Union européenne, il n'y a pas de reconnaissance des diplômes. Donc il faut que les personnes parlent parfaitement français, suivent un cursus de 3 ans universitaire. Les aides-soignants, il faut savoir parler français, il faut avoir un certain savoir-être, il faut faire des études, c'est le niveau bac, c'est pas évident non plus. Bon, donc les compétences ne viennent pas du ciel. Et le problème, ça a été mis en évidence il y a 2 ans par une note intéressante du Conseil d'analyse économique, c'est que la France n'a pas évidemment de politique migratoire et les personnes qui viennent sont très majoritairement absolument sans qualification. Et en plus, ont des problèmes ensuite d'intégration. Je comprends ce que tu dis, Bertrand. C'est traiter le sujet avec beaucoup trop de facilité que de dire qu'il suffit de c'est pas mécanique. Signer une régularisation. Oui, voilà, c'est pas mécanique. C'est pas mécanique. Et il faut autour tout un appareil d'accompagnement de l'ensemble de... Et ça peut être une politique d'une ambition nationale avec beaucoup de moyens. Alors l'Allemagne le fait beaucoup mieux. Alors il y a des ratés en Allemagne, mais l'Allemagne fait beaucoup mieux sur l'enseignement des langues, sur l'intégration des personnes, etc. Bon, donc indépendamment des aspects politiques, c'est faux de dire qu'on a besoin de compétences, les compétences sont ailleurs. Non, c'est pas vrai. Les personnes qui arrivent aujourd'hui en France sont très majoritairement des gens qui n'ont aucune qualification, qui n'ont pas le niveau en français nécessaire, qui sont de cultures très diverses, et l'expérience montre qu'ils ont quand même du mal à s'intégrer. Donc il ne faut pas regarder les choses de manière théorique. Alors maintenant, sur la régularisation. Alors, le débat est un peu en apnée finalement, parce que on ne sait pas si on parle de 20 000 personnes ou si on parle de 400 ou 500 000 personnes. Ouais. Évidemment, la question à la fois économique et politique n'est pas la même, selon qu'on parle de métiers de niche, et puis selon qu'on parle de... Bâtiment, restauration, service à la personne. Il est évident que si on régularise quelques dizaines de milliers de personnes, ça ne va absolument pas changer la face du monde, ça va même ni politiquement, ni en termes macroéconomiques. Si maintenant on régularise quelques centaines de milliers de personnes, évidemment, c'est probablement un appel d'air pour une immigration non contrôlée. Voilà. Et on aura du mal, ensuite, si c'est quelques centaines de milliers de personnes, on aura du mal à être crédible en disant, alors maintenant, c'est pour solde de tout compte. Je comprends. Évidemment. Voilà, donc on ne sait pas de quoi on parle, en fait. Parce qu'on ne sait pas combien il y a de clandestins, on ne sait pas quels seraient ces métiers. Et encore une fois, les définir administrativement me paraît pas si simple que ça. Voilà, donc le débat est quand même mal emmanché. Merci. Hystérisé, Bertrand. par ailleurs. Oui, hystérisé, mais en même temps, tu le remets sur terre. Merci Bertrand. Bertrand Martineau, donc, qui nous accompagnait pour la première partie de Bismart. Et donc on repart avec Marco Tinelli. Salut Marco, fondateur de Red Pill. J'ai mis l'IA au service du marketing. Donc tu m'as écrit en me disant on part aux États-Unis, donc c'est toujours très intéressant évidemment quand un entrepreneur français se dit qu'il a les épaules pour aller affronter le marché américain. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer ?
tous les secteurs. Hein. Aujourd'hui, on est en train de regarder ce que l'IA transforme. Ouais. Alors, on n'a pas une heure, hein, en quelques minutes. Qu'est-ce qui est en train de se passer sur le marketing, le targeting publicitaire, enfin bref, tout ce que tu fais. Alors, Et qu'est-ce que l'IA t'apporte? Il y a la grande révolution du moment, vraiment, on est en plein dedans, c'est l'IA, la data, savait parfaitement manipuler des chiffres et donc des médias. Les algos savaient calculer, être précis, etc., etc. Il y a de la data à volonté. Il y a aujourd'hui... Combien est-ce que je vais toucher de personnes si j'envoie mon message sur telle Voilà. ou telle plateforme? Et Voilà. et qui je veux toucher exactement. Et qui je veux toucher, exactement. Et quel est son profil, qu'est-ce qu'il consomme, qu'est-ce qui l'intéresse, évidemment dans le respect du RGPD. En France, aujourd'hui, c'est 75% des médias qu'on peut toucher à l'individu. D'accord. Des dépenses. Sur les 20 milliards de dépenses publicitaires, on peut en dépenser 15 milliards précis à l'individu. Donc ça, c'était la première révolution. On a créé Hermès et Red Pill pour ça, pour faire en sorte que ce soit simple et pas une espèce d'usine à gaz incompréhensible. La révolution du moment, c'est que l'IA générative, ChatGPT pour faire simple, vient toucher la création, le contenu, la façon de parler, à qui on s'adresse. Elle vient diviser par 5, parfois 10, le temps qu'on passe à produire des contenus. Et des contenus qui n'ont pas de faute d'orthographe, qui sont en plusieurs langues, qui circulent extrêmement bien et qui se branchent très très bien aux algorithmes qui faisaient des maths. Qui n'ont pas de talent. C'est des contenus qui n'ont pas de talent. C'est des contenus qui vont jamais me surprendre. Alors oui, alors c'est moi qui vais te surprendre, mais dans le monde du marketing et de la communication, la création, c'est 20% de talent et 80% d'exécution. Ouais. Donc il y a des gens très talentueux et les agences créatives sont extrêmement talentueuses, ont de bonnes idées, etc. Mais après, il faut décliner, découper. Nous, on travaille pour Leclerc. Leclerc a 700 magasins, 700 centres. Chacune des créations doit être découpée, adaptée à chacun des centres. Et tout ça est fait extrêmement bien par l'IA générative. Et puis, par ailleurs, on a eu des surprises qui sont... Parfois, lorsqu'on lâche l'IA générative, on dit fais un peu d'humour, oublie le Not Safe for Work, qui est un acronyme qui est sorti dans l'IA générative, dire il faut être très politiquement correct. Ouais. Oublie ton politiquement correct. Il y a quelques fulgurances qui sortent, qui font quand même qui font bien rire les gens. Ils font bien rire. Ouais, c'est ça. Donc, Ouais. aujourd'hui, si Oui, et comme ça coûte rien de lui demander de prendre un risque, de toute façon, allons-y, quoi. Ouais, et tu Donc, peux même en faire 100, quoi. Ouais, l'IA prépare. L'IA chez nous de contenu, on l'a appelée Alice. Parce que la CTO qui s'occupe de ça s'appelle Alice, et parce que il y a enfin bref, ça s'appelle Alice. Et donc Alice propose, et ensuite les créatifs disent je corrige, j'aime pas, j'aime. Alice, qu'est-ce qui vient de l'extérieur, de Microsoft, de OpenAI, je sais pas, et qu'est-ce qui vient de Red Pill? C'est une co-construction? C'est une co-construction. C'est une En fait, co-construction. c'est une application métier. Ouais. L'idée. Ouais, vraiment. ChatGPT, Bard, etc. Donc Bard, c'est le GPT de Google. Voilà. Hein, font des choses, mais font des choses très larges. Elles font ce qu'on leur demande. Hein. Ouais. Globalement, rédigent du contenu extrêmement pertinent. C'est quand même assez bluffant. Et nous, on en fait une application métier. Donc le mix, c'est il y a la data de ciblage, les insights, la connaissance consommateur qui est alimentée par nos algos. Il y a des règles métiers qui sont qu'est-ce que ça doit faire une publicité, ça doit arrêter les gens, ça doit les inciter à faire quelque chose, etc. Donc on injecte des règles métiers, on injecte des formats précontraints. Facebook, c'est un certain format, la télé, c'en est un autre. Et ensuite, on vient injecter de l'IA générative, non pas sur les images, ni sur la vidéo, parce qu'on pense que le marché n'est pas mûr aujourd'hui, c'est très expérimental, mais en fait, c'est pas satisfaisant, mais sur le contenu, le texte. Ouais. Pour l'adaptation, et ça permet d'accélérer les choses de façon absolument phénoménale. Tu as dit là, tu as Facebook, Facebook, donc Digital Service Act, réglementation européenne, qui dit, mais justement, en termes de ciblage des individus, hein, c'est ça le sujet, j'y arrive plus. Donc, il va falloir faire payer Facebook, parce que moi, je m'y retrouve plus. C'est pas pour ça qu'il n'y arrive plus. C'est parce qu'ils sont mauvais? Non. Facebook... Facebook prend la donnée des annonceurs. On a déjà eu ces discussions une fois. Prend la donnée des publicitaires. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait Facebook? Facebook, il dit si Club Méditerranée fait de la publicité chez moi, tous les gens qui ont cliqué sur une pub pour le Club Med sont intéressés par le voyage. Ouais. Et donc, il va revendre ses profils à d'autres annonceurs qui vendent du voyage. Donc, plus les gens achètent sur Facebook, plus on nourrit l'intelligence de Facebook. Mais il ne va absolument pas chercher ni dans les messages, ni dans les contenus, ni dans les photos. Il n'en a ni les moyens, ni objectivement l'intérêt. Et donc, le vrai problème de Facebook, c'est qu'il faut un peu plus de discipline au niveau de qu'est-ce qu'on capture au niveau des annonceurs, comment on fait une taxonomie. C'est plus une méthode qu'une autorisation à le faire.
Mais ils pourraient le faire, en fait. Mais bien sûr. Malgré la réglementation européenne. Comme Google peut le faire, comme les autres peuvent le faire. Après, il y a deux types de données sur le marché. Il y a des données d'intention, parce que les gens se comportent d'une certaine façon. Concrètement, Facebook dit, si vous allez sur plein de sites de voyage en même temps, vous êtes en train d'acheter un voyage. Google dit exactement la même chose. Et ensuite, il y a des données qui viennent des magasins ou des industriels eux-mêmes qui disent « Ah, cette personne a acheté un voyage en mars dernier, donc elle va se remettre en recherche cette année. Ouais. » Ces trois types de données viennent se mélanger pour faire de la connaissance consommateur. Revenons à l'IA générative. Ce que tu me décris là, c'est ce qui est en train de se passer depuis 6 mois à peine. Ça va très très vite. Oui, voilà, c'est ça. C'est ton métier qui se transforme en profondeur en 6 mois à peine. Absolument, avec zéro recul, personne. Donc on est dans l'expérimentation permanente, mais avec un peu de concentration, on arrive à cranter des choses. Aujourd'hui, nous, sur l'IA générative, il y a 2 mois et demi, on a sorti la première version. Ça marchait pas extrêmement bien. Maintenant, on en est à la version 6. Qui marche de mieux en mieux, qui fonctionne bien, etc., etc. Évidemment, on est un peu tous apprentis sorciers dans l'affaire, qui est de dire, globalement, on génère des pubs comme ci, on génère des pubs comme ça, on regarde, ça marche extrêmement bien. Enfin, il faut comprendre quelque chose. C'est grâce à l'IA générative et des méthodes que nous, on a implémentées Red Pill, avec quelques images, on peut générer 256 films pour le digital. 256 films en quelques secondes, avec des messages différents, etc. On peut les envoyer sur tous les réseaux, regarder lequel marche le mieux et en sélectionner les 4 meilleurs au bout d'une journée et demie. C'est fulgurant. C'est fulgurant. C'est fulgurant. Donc c'est très concret, c'est très simple. Ouais, alors après, c'est quoi l'impact sur la créativité? Est-ce que la créativité va baisser? Les créatifs disent toujours que la créativité va baisser. Ouais. Ça, c'est certain. Ouais. Est-ce que les gens vont devenir, plus intelligents? C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont réagir en disant j'ai bien compris qu'elle était faite sur mesure pour moi, cette pub, et qu'elle est générée automatiquement, donc je fais moins confiance. On ne sait pas encore très bien. 2 minutes. Tu pars aux États-Unis, c'est Alice que t'emmènes aux États-Unis, en fait, que t'embarques aux États-Unis. La plateforme Hermès, oui, les deux. La plateforme média qui permet d'être extrêmement précis, et Alice qu'on embarque aux États-Unis. Et tu penses que là, tu as des coups d'avance pour affronter le marché américain qui s'endort pas non plus? On a quelques coups d'avance, c'est que le marché américain est quand même très très loin d'avoir mené sa réflexion autour de la protection de la vie privée et des identifiants publicitaires. Le cookie est encore assez fort, etc. Et on sait bien que globalement, la tendance ira dans notre direction. Donc nous, on a pris la face nord de la réglementation, donc on sait faire. Et le deuxième sujet, c'est que le marché américain est paradoxalement très très avancé technologiquement, mais en retard sur l'utilisation de la publicité adressable. Google, pour le dire simplement, Google et Facebook sont très très forts aux US, et Google et Facebook ne sont plus l'unique futur de cette industrie. La télé connectée, la télé adressée, etc., il y a d'autres choses qui émergent. Donc nous, on a construit ces solutions dans un marché plus difficile, et donc on pense que ça devrait marcher. Pour l'instant, on a des clients dans l'aérien, le retail, etc. Donc l'automobile, on commence à faire des choses avec eux. Les US, pour un entrepreneur, c'est un marché 15 fois plus grand. 15 fois plus grand. Tous les entrepreneurs qui disent il faut aller s'y installer pour que ça fonctionne. Tu vas aller t'installer aux États-Unis? On a recruté un patron d'Amazon Advertising, un des grands patrons. Et non, je ne vais pas m'installer. Non, non, mais je retiens ce que tu dis qui est très intéressant. C'est-à-dire, tu vas aller mettre une sorte de tête de pont, ouais. Et quand la régulation leur tombera dessus, parce que forcément elle leur tombera dessus, là tu seras prêt à... Absolument. Merci Marco. Merci pour tout ça. Marco Tinelli, donc fondateur de Red Pill, qui nous accompagnait. C'est fini pour cette session de Bismart. On se retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine.